Pour les fans de musique, l'offre est pléthorique en Suisse romande, surtout l'été, avec des festivals qui s'enchaînent les uns après les autres. Mais cela a un coût. Pour le Paléo, par exemple, ce sera 80 ou 90 francs selon la soirée. Un prix fixé avant même de déterminer l'affiche. On essaye d'estimer le prix qu'un spectateur serait prêt à payer pour venir à Paléo pour voir 25 concerts sur 7 scènes différentes. Et en fonction de ce prix-là, on va déterminer le budget de programmation. Le Paléo a donc décidé que 80 ou 90 francs la soirée était juste pour cette édition. Il y a 5 ans, le prix était unique et inférieur, 77 francs. Pareil au Chant du Gros, une entrée cette année au tarif préférentiel, c'est 54 francs, 5 francs de plus qu'en 2018. Le Gurten Festival a aussi augmenté ses prix, 121 francs pour un pass journalier, 115 il y a 5 ans. En revanche, à Festineuch, le prix n'a pas changé, c'est toujours 64 francs. Ces augmentations sont la conséquence des coûts de production qui ont grimpé. Au Paléo, ce sont surtout les cachets des artistes qui inquiètent. Après le Covid, moi je pensais naïvement que les prix des artistes, les cachets, les frais de production allaient diminuer. Et puis en fait, rapidement, on s'est aperçu que la loi du marché avait repris le dessus. Et puis les cachets, depuis 1 an, ont carrément explosé. Je parle des cachets des têtes d'affiche. Et certains artistes nous demandent le double de ce qu'ils nous demandaient il y a 5 ans, sans être forcément plus forts. Les artistes, pendant 2 ans, ont gagné beaucoup moins d'argent puisqu'ils n'ont pas fait de concert. Donc il y a l'envie de se rattraper un petit peu. Et puis on s'aperçoit que l'agent qui a une tête d'affiche que tout le monde veut, c'est le cas de Rosalia cette année à Paléo, l'agent il fait monter les enchères, il propose l'artiste à tous les festivals en Europe, aux États-Unis, au Japon, partout. Et puis c'est un peu au plus offrant. Cachet pour Rosalia, environ 500 000 francs. L'Espagnol est la star du moment. C'est aussi le montant maximum que s'est fixé le Paléo. Charlotte Carrel dirige le festival Rock aux Arènes depuis 30 ans. Elle déplore cette explosion des cachets des têtes d'affiche. Ça devient un peu des cachets indécents. Et surtout, on atteint des prix des billets d'entrée qui deviennent de plus en plus chers. Et ma crainte, c'est que ça devienne accessible uniquement à des gens privilégiés. Pas de négociation de cachets cette année à Rock aux Arènes, puisque le festival est en pause en raison de la rénovation de son site. Un constat néanmoins, la Suisse est l'un des pays où les montants de ces cachets atteignent des sommets. On est quand même un petit peu la poule aux yeux d'or. C'est un endroit c'est un pays où certainement les artistes demandent des cachets plus élevés qu'en France ou en Espagne ou d'autres pays d'Europe. Vous avez déjà discuté de ça avec vos collègues qui organisent d'autres festivals? Alors oui, on en parle bien sûr, mais on a tous le même problème, c'est que finalement, on se parle beaucoup dans l'année, mais un peu moins à la période de programmation, parce que tout le monde travaille pour son événement et pour trouver les artistes, et finalement s'adapte au prix du marché et souvent répondre aux exigences des managers. Ambiance non pas de festival, mais d'avant-concert cette fois. Dans un peu plus d'1 heure, Stéphane Escher sera sur la scène du Palais de Beaulieu. Là, le prix des places oscille entre 65 et 90 francs. On ne s'offre pas souvent des billets de concert en réalité. Donc là, c'est vrai qu'on s'est fait un joli cadeau en payant 90 francs la place pour un artiste qu'on aime beaucoup. Donc c'est le cadeau de Noël. C'est plutôt cher, mais en même temps, c'est dans un bel espace, c'est des places assises. Et puis moi, j'étais prête à mettre ce montant-là pour pouvoir voir ce concert-là. Donc je suis OK. Il y a des concerts, je vais plus, parce que j'ai plus les moyens. C'est vrai? Des grands concerts, les grands groupes, les grands stades, j'arrive plus. Et puis il y a des concerts où ça va et on n'y est pas tous les mois. Donc voilà, on choisit des fois nos concerts, les envies, le feeling, mais c'est moins souvent qu'avant, c'est certain. Ouais. Moi, je vais plutôt justement privilégier des festivals où il y a plusieurs artistes, où on peut écouter plusieurs types de musique que des concerts localisés. Ouais, à cause du prix. Hein. Ouais. Et c'est vrai, le prix moyen des concerts et spectacles a augmenté de 10% depuis 2018. Selon l'association des promoteurs de musique, il était de 86 francs 50 l'an passé, contre 78 francs il y a 5 ans. Quant au prix pour écouter Stéphane Escher, ils peuvent varier, eux, légèrement selon le lieu du spectacle. Un concert organisé dans un théâtre public et subventionné proposera peut-être des billets un peu moins chers parce que la réalité de l'économie et des frais à couvrir ne sera pas la même. Donc évidemment, ces prix fluctuent.
j'aurais tendance à dire, sont peut-être un petit peu plus chers à Zurich. Enfin voilà, les choses varient un peu, mais des fois c'est très subtil et c'est vraiment des petites différences. Au fil des décennies, les prix des concerts se sont envolés. Un exemple, Dépêche Mode en 93 ou Hallenstadion à Zurich. À l'époque, certains trouvaient ça cher, le journaliste surtout. Ce que j'aime, c'est le bruit. Vous êtes venu pour le bruit? Oui. Pour 38 balles, c'est cher. Oui, mais c'est du beau bruit. En tenant compte uniquement de l'inflation, cela ferait aujourd'hui un billet à 46 francs seulement. Mais tout a changé il y a une vingtaine d'années, depuis que les artistes ne se financent plus que grâce aux tournées. Les prix ont pris l'ascenseur. La preuve, 30 ans plus tard, le même Dépêche Mode en est à sa 19e tournée. Dimanche prochain, ils seront au Stade de Suisse à Berne. Premier prix, 110 francs, 2 fois et demi de plus qu'en 93. Il y a aussi des places à 200 francs. Un concert en stade, un show, bref, des coûts et une réalité économique aujourd'hui différente. Autre concert géant à l'affiche à Genève dans 11 jours, Mylène Farmer. Dès l'après-midi, les alentours du stade de la Praille vont être noirs de monde, comme en 2009. Comme il y a 14 ans, ses fans patienteront durant des heures pour se précipiter dès l'ouverture des portes. Plus de 30 000 billets ont déjà été vendus, des prix entre 90 et 210 francs pour être au bord de la Seine. C'est pas donné. Alors, il faut être précis, le prix moyen, c'est 110 francs. Il y a beaucoup plus de places debout, donc beaucoup plus de places à 90 francs. Effectivement, en gradin, ça monte au-dessus de 200. Et comment vous établissez le prix des places? On prend le coût total, on divise par le nombre de billets à disposition et puis on espère tous les vendre. Et même là, faut encore qu'on se batte, trouver un peu de sponsoring à gauche, un peu de revenus annexes à droite. Ce que j'appelle des revenus annexes, c'est les bars, c'est un peu de merchandising. Voilà, c'est l'économie d'un concert, c'est ça. Des prix élevés, car les coûts pour produire un show de cette ampleur ont grimpé ces dernières années. On est à 30-35% de plus pour les coûts de production. Il y a un salaire minimum qui a été introduit à Genève, ça fait exploser les impôts. L'imposition à la source sur les artistes, la loi a changé maintenant, c'est 4 fois plus cher que ce qu'on payait à l'époque. Enfin, voilà, tous les coûts annexes au spectacle ont explosé. 20 ans, il n'y a jamais eu un spectacle aussi gros. On est à 89 semi-remorques de matériel, il y a 600 personnes qui travaillent. Enfin, voilà, c'est pas qu'un concert, c'est un concert, mais c'est un show en même temps. Produire le concert de Mylène Farmer au Stade de la Praille comporte de gros risques financiers. Même plein, c'est presque impossible à rentabiliser. C'est pour ça qu'on a bientôt plus de concerts en stade en Suisse romande, parce que les stades sont tout simplement trop petits. Il faudrait vendre encore plus de billets. Jean-Claude, junior pour les intimes, est fan de métal et de Mylène. Il nous a ouvert son armoire à souvenirs. Alors il y a des billets de concert, il y a 2-3 stickers pour entrer dans le backstage, ce qui a été possible 1 ou 2 fois. Et puis j'ai aussi ce petit cadeau qui m'était offert par des amis pour mes 50 ans. Ceux qui connaissent un peu ma passion pour Mylène Farmer. Son premier concert, c'était en 89 à Lausanne, 34 francs la place. Celui de la Praille sera son 52e. Et puis elle prend quelle place dans votre vie au quotidien? Alors beaucoup trop, suivant mes proches. Mais pour moi, je dirais que j'aime beaucoup la musique, donc toutes sortes de musique, mais Mylène, c'est en tout cas 1 fois par semaine. Mylène Farmer, Nevermore 2023, la tournée des stades. Une passion qui aura un coût certain cette année. J'ai acheté 2 billets, parce que j'emmène ma fille, à 210 francs le billet pour être tout devant dans ce qu'on appelle le carré or. C'est une grosse somme pour vous? Oui, quand même. Surtout que je ne vais pas m'arrêter à Genève, je vais également à Paris. Donc oui, ça fait quand même un certain montant. Ces montants-là, c'est des maximums que vous êtes prêt à payer pour aller la voir, hein? Non,
Non, je pense que même plus cher, vu qu'on parle quand même que c'est la dernière tournée, j'aurais certainement mis plus. Des fans prêts à tout pour voir un artiste, c'est la catégorie de spectateurs bénis pour les organisateurs de concerts. Il pourrait même influencer à la hausse les prix des billets ces prochaines années. Si les spectateurs sont prêts à payer très cher un concert, les prix vont continuer à augmenter. Il n'y a jamais eu autant de concerts qu'en 2023. À Paris, il y a 23 stades de France cet été, alors qu'habituellement, il y a une dizaine de stades. Donc les gens vont voir des concerts qui coûtent très cher. Et le problème, c'est que les nouveaux artistes, la relève, a du mal à se faire connaître. Parce que le spectateur qui paye 120 francs, 120 euros un billet, n'aura peut-être plus l'argent pour aller voir une découverte dans un club ou dans une salle de spectacle. Ici, on voit qu'il y a encore des plafonds qu'il ne faut pas dépasser, mais on voit régulièrement des petites fractures de ci, de là, avec tout d'un coup tel ou tel artiste, en règle générale anglo-saxon, qui va arriver avec des prétentions financières très élevées, mais sur des petites portions de la salle qui concernent des petits groupes de spectateurs déterminés à vivre la meilleure expérience possible avec leur artiste. Et voilà, ça procède de quelque chose d'un peu irrationnel. Mais pour le grand public, pour la grande majorité des billets, moi je ne prédis pas une augmentation spectaculaire des billets dans les années à venir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de nombreux concerts géants ces prochaines années, comme celui d'Indochine. Au fait, savez-vous quelle tournée a généré le plus gros chiffre d'affaires au monde ? Ça peut être les Rolling Stones, j'imagine. Non. Ou Beyoncé, ou... Je dirais certainement Coldplay ou Lady Gaga. Spontanément, comme ça, je dirais Coldplay, peut-être U2, les Stones, évidemment. Non ? Gagné! Adaptée à l'inflation, la tournée la plus lucrative au monde est celle de U2, 360 degrés tour, il y a une dizaine d'années. 837 millions de dollars de chiffre d'affaires pour un peu plus de 7 millions de spectateurs. Bonsoir Antonin Rousseau. Bonsoir. Vous êtes le directeur et programmateur de Festineuch. Vous êtes en plein préparatif ici. Comment est-ce que vous vous sentez à quelques jours de la manifestation ? Je dirais serein, mais en même temps très excité. Le stress montre aussi, beaucoup d'excitation. On a un stress en moins, c'est qu'on a vendu tous nos billets déjà au mois de mars. C'était exceptionnel et magique pour nous, donc c'est un stress en moins. Merci en tout cas de nous accueillir sur le site au milieu de ce sprint final. Vos billets, vous l'avez dit, vous les avez vendus très vite. Le prix de base pour une soirée ici, c'est 64 francs. Vous auriez pu les vendre beaucoup plus cher. Oui, mais je crois que l'objectif de Festineuch, qui reste un événement à but idéal, non lucratif, indépendant, on tient à être un événement ancré dans une région et vraiment à démocratiser au maximum l'accès à la culture, l'accès à cette expérience qu'est Festineuch. Donc le prix des billets nous sert, nous, uniquement à couvrir nos charges. On n'est pas là pour faire de la marge, pour faire du profit. On est là vraiment pour pérenniser l'événement tout en offrant une expérience la plus complète possible. Le budget de Festineuch, c'est 4,2 millions cette année. Les cachets des artistes, ça représente quelle part de ce budget ? C'est tous les coûts dédiés en tout cas à la musique, hors frais techniques, mais vraiment le coût des cachets, le coût des transports, de l'hébergement, de la Suiza notamment. C'est environ 45% du budget. Donc c'est évidemment une part non négligeable de ce budget-là, mais il y a toutes les autres charges en termes de communication, d'organisation, d'infrastructure, de sécurité aussi. Et c'est vraiment un modèle en tout cas qu'on ne souhaite pas révolutionner. C'est notre modèle à Festineuch. Les gens ne viennent pas ici pour voir les plus grosses têtes d'affiche du moment, mais il y a des têtes d'affiche magnifiques comme Angèle par exemple qu'on va accueillir cette année. Bon, au niveau des cachets, vous mettez combien au maximum ? Je dirais que les grosses têtes d'affiche, les plus gros cachets qu'on a pu mettre par le passé, cette année, avoisinaient les 250 300 000 francs pour un artiste. Il faut savoir que les plus gros artistes du moment se vendent facilement 1 million pour une seule date. Vous êtes un peu un idéaliste, mais le monde de la musique live, ce sont aussi des groupes avec une orientation financière forte. On peut penser à Live Nation ou à AEG. En quoi est-ce que ça change la donne ?
C'est vrai qu'on a vraiment basculé ces dernières années dans l'ère de l'industrialisation de la musique. Il y a 20 ans, c'était un monde de passionnés. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de passion non plus dans ces grands groupes, mais c'était un monde un peu d'artisans, des réseaux qui se créaient aussi au niveau personnel, avec des agents, avec des artistes. Et c'est vrai que maintenant, l'arrivée de ces grands groupes cotés en bourse, qui cherchent surtout à s'accaparer des parts de marché, qui ont des moyens financiers colossaux et qui n'ont pas peur de perdre de l'argent, évidemment que ça déstabilise un peu le marché. Et ça contribue aussi, c'est une des raisons, mais pas la seule, à l'augmentation des coûts des têtes d'affiche. Mais en même temps, je pense que ça met en valeur aussi des événements tels que Festineuch qui gardent une identité forte, qui gardent un ancrage régional fort et qui cherchent au maximum à donner du sens à ce qu'on développe et un maximum de cohérence par rapport à des engagements qui dépassent largement le cas de la musique en termes de développement durable, en termes d'intégration sociale notamment. Merci beaucoup, Antonin Rousseau. Merci à vous. On vous souhaite bonne chance pour cette édition. Merci beaucoup. Qui dit bonjour dit musique donc, mais aussi grillade. Et dans le domaine, la tendance, c'est désormais la plancha, autrement dit ces grilles électriques qu'on met directement au centre de la table et sur lesquelles chacun peut faire griller sa viande, son halloumi et tout le reste. Mais que valent les appareils vendus en magasin? Réponse avec 8 modèles et une brochette de testeurs. Nous voici dans les cuisines de l'école hôtelière de Genève, au lieu de formation dans le secteur de l'hôtellerie. Tout est fin prêt pour mettre sur le grill nos 8 planchas. Je me prénomme Stéphane Faval, je suis chef de cuisine du restaurant Vieux-Bois à l'école hôtelière de Genève. Je m'appelle Jennifer Prego et je travaille dans le restaurant espagnol Anae et je suis chef de cuisine là-bas. Romain Kesseline, je suis formateur et chef de cuisine à l'école hôtelière de Genève. Et lorsqu'on demande à nos chefs ce qu'ils aiment cuisiner sur une plancha, des petits morceaux de viande, soit des escalopines, soit on va dire des charbonnades et ensuite tous les légumes. Surtout les poissons, fruits de mer, la coquille Saint-Jacques, même un petit morceau de foie gras, pourquoi pas. Et les poissons, des légumes, c'est surtout ça. C'est ce que nous allons faire aussi aujourd'hui. Cuire de la viande, du poisson, des légumes et du fromage pour tester une large palette d'aliments. Nous jugerons les cuissons séparément. Nous porterons aussi notre attention sur l'ergonomie des appareils, poignées, thermostat, démontage, nettoyage. Nos chefs seront attentifs à tous ces points pour attribuer leur note finale. Mais avant de démarrer, nous avons préchauffé les grilles de table, vérifié la température et fait un premier test, réussir la cuisson d'un œuf. Ça cuit très doucement. Ça a mis du temps, mais par contre, on a une parfaite cuisson de l'œuf. C'est-à-dire que l'albumine est bien cuite, le jaune est coulant et il n'y a aucune coloration. Donc on n'aura aucune amertume. Donc pour moi, là, c'est pas l'œuf parfait, mais on va dire que c'est très intéressant au niveau de la cuisson. Tous les œufs ne seront malheureusement pas aussi bien cuits. On entre à présent dans le vif du sujet. Les aliments sont dorés sur nos 8 planchas. Et rapidement, les chefs se rendent compte d'un problème récurrent. Au milieu, la chaleur est intense. Et puis quand vous déplacez soit votre viande ou l'élément que vous voulez cuire sur les côtés, on s'aperçoit que là, il doit y avoir à peu près 20 degrés à peu près de différence. À la fin du test, les chefs ne sont franchement pas convaincus. L'expérience, elle était plutôt moyenne, on va dire. J'ai trouvé que le niveau global était assez décevant. Problème en fait au niveau des températures. Dès que l'on a posé des aliments dessus, on s'est aperçu qu'il y avait une déperdition de chaleur. Voilà pourquoi je suis déçu. Et cette déception se reflète dans les résultats. Et pour vous livrer les résultats, évidemment, notre responsable test. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir Linda. Alors dites-nous, quelle est la moins bonne de ces planchas? Eh bien, c'est celle-ci, la Rommels-Barrère. C'est pourtant la deuxième plus chère de celle qu'on a achetée pour ce test. Elle obtient 5 points sur 10. Elle est médiocre pour toutes les cuissons qu'on a essayé de faire. Ensuite, on a guère mieux avec 5,1 sur 10, la Miostar, qui est un petit peu moins chère, 89 francs 95. Ouais, un produit qui présente un problème bien particulier. On écoute un de nos experts. Elle avait un couvercle. Et ce couvercle était tellement petit qu'on on pouvait même pas mettre une tomate cerise dessous. C'est-à-dire que la tomate cerise touchait le couvercle. Donc je ne vois pas à quoi il sert. Et en plus, quand on voulait le baisser, ça déboîtait le mécanisme
Et du coup, ça donnait une sensation de quelque chose de très cassable qui ne va pas tenir à la durée. Après ça, Stéphane, 2 appareils nettement mieux notés, mais toujours insuffisants. Oui, alors ce sont les 2 appareils les moins chers, hein. Omex 39,90 et puis Homday 26,95. Ils obtiennent 5,8 et 5,9. Sur ces appareils, on peut très bien cuire les œufs. Par contre, c'est beaucoup plus médiocre pour la cuisson de la courgette et de la brochette végétarienne. Donc c'est bien pour les soirées œufs au plat. Oui, exact. Ensuite, on retrouve Domo et Betty Bossi qui obtiennent 6,2 et 6,3 comme note. Ils sont un peu meilleurs en cuisson, mais ça reste toujours assez faible. Et puis, on termine par les 2 meilleurs. Oui, on obtient 6,5 sur 10 pour cette Riviera Ebar. Elle est bonne pour cuire le poisson, la viande et la brochette. Par contre, elle cuit trop fortement l'œuf qui brunit. Et puis, cette satanée courgette n'est toujours pas cuite avec cet appareil. Oui, et puis un bémol quand même, c'est qu'elle est fournie avec une prise française. Ben oui, alors vous devrez acheter une prise suisse qui coûte environ un adaptateur suisse qui coûte une dizaine de francs. Autrement, vos invités vont manger cru. Ce qui n'est pas optimal, en tout cas, quand on fait une plancha. Et le gagnant, alors, de ce test? Alors, c'est Solis, hein, mais c'est l'appareil le plus cher, hein, 299,95. Il est meilleur que tous les autres sur l'ensemble des critères, mais il obtient un 6,9 sur 10. Ça veut dire qu'il est jugé encore moyen par nos chefs. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Stéphane. Bonne soirée. Et le détail des résultats est disponible, comme toujours, sur notre site, soit via le QR code qui s'affiche en ce moment, soit sur abe.ch. Et si vous avez envie de flâner dans le canton de Neuchâtel, pourquoi ne pas visiter la Chaux-de-Fonds? Charles Reinmann vous y emmène avec un budget d'à peine 30 francs. C'est notre chronique touriste. Salut la Chaux-de-Fonds. Toi et moi, on va passer la journée ensemble. On m'a confié une mission, faire 3 activités et découvrir une spécialité locale, et le tout pour moins de 30 francs. On verra si j'y arrive. Allez, c'est parti. Je vous propose de commencer par l'espace de l'urbanisme horloger, et c'est un bon plan puisque l'entrée est gratuite. C'est un lieu idéal pour comprendre comment un village situé à 1000 mètres d'altitude est devenu cette métropole horlogère renommée pour ses montres dans le monde entier. Pour ce travail minutieux, les ouvriers avaient besoin de lumière, d'où la présence de grandes baies vitrées et l'organisation de la ville en damier. L'urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds et du Locle a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2009. Et pour compléter cette première activité gratuite, je vais monter au 14e étage de la tour Espacité pour avoir une belle vue sur le plan en damier de La Chaux-de-Fonds. De là-haut, on saisit bien La Chaux-de-Fonds et ses plans rectilignes. Place maintenant à une petite douceur, une spécialité du canton, la tailleule neuchâteloise. C'est une brioche qui peut être agrémentée de raisins secs et d'un zeste de citron. Elle existe depuis le XVIIIe siècle au moins. Cette petite tailleule m'a coûté 3 francs 10. Allez, c'est le moment de la goûter. Très sympathique, j'aime bien. Pour cette deuxième activité, on reste dans l'urbanisme et l'architecture. Je vous emmène voir la Maison Blanche, pas celle de Washington, celle de La Chaux-de-Fonds. C'est la première réalisation du Corbusier en tant qu'architecte indépendant. Prix d'une entrée plein tarif, 10 francs. Connaissez-vous Charles-Édouard Jeanneret? C'est le vrai nom du Corbusier. Cet architecte et urbaniste mondialement connu est né et a grandi ici, à La Chaux-de-Fonds. En 1912, alors âgé de 25 ans, il construit cette maison sur les hauteurs de la ville pour ses parents. Elle lui servira de laboratoire et de carte de visite pour ses premiers clients. Eh bien, je suis bien content d'avoir visité cette villa néoclassique qui est, je le rappelle, la première réalisation du Corbusier. Troisième activité, juste en dessous de la Maison Blanche, le museau. Le museau, c'est la fusion en décembre dernier de 2 institutions chaudefonnières, le Bois du Petit Château et le Musée d'Histoire Naturelle. Bon plan, l'entrée au zoo est toujours gratuite, on peut y voir notamment des cerfs, des lapins, des bouquetins, des loutres. J'ai encore du budget? Oui. Alors je vais faire un tour à l'intérieur du musée et du vivarium. Prix de l'entrée plein tarif, 10 francs. Voilà, après un petit tour au vivarium, place à l'exposition permanente. Elle s'intitule Plan B et porte sur la biodiversité et les menaces qui pèsent sur elle.
terminé. J'aime beaucoup la muséographie, c'est frais. Les informations sont présentées de manière claire, variée, ludique, percutante. Bilan de la journée, j'ai dépensé 23 francs 10. Je crois qu'on est pas mal. Mission accomplie. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Ciao, ciao, bye bye.